Bonjour, la suite, donc nous allons passer à un petit clip, cette fois-ci, sur des éléments qui sont, j'ai nommé ça des prérequis et des rappels utiles. Donc vous avez fait un TD1 sur la loi de Fitts, où vous avez vu cet article ici, là, de Scott Kelso, Souttar et Goodman en 1979 sur la nature de la coordination entre les membres pour l'humain, publié dans le très grand journal Science. Et vous avez vu lors de ce TD1 cette figure. Alors cette figure, donc c'est dans la tâche de Fitts, le pointage réciproque entre deux cibles, qui est représenté en haut ici. La loi de Fitts est rappelée en haut ici avec les distances, la distance entre les cibles et la largeur des cibles. Donc sur ces trois graphiques, on a les trois variables qui se nomment les variables de la cinématique. Donc les positions, ici distance, l'unité qui a été mise sur ce graphique c'est le centimètre en fonction du temps. Au milieu la vitesse en centimètres par seconde en fonction du temps. Et à droite l'accélération en centimètres par seconde, de nouveau divisé par des secondes, donc on dit des secondes au carré, de nouveau en fonction du temps. Le temps ici est mis en millisecondes. Alors il s'agit ici d'une illustration d'un pointage, pas cette fois-ci avec une main, mais la spécificité du travail de cet article, c'est d'avoir étudié le pointage avec deux mains de façon simultanée, donc d'une position centrale de départ vers deux cibles. Et parfois ces cibles étaient plus loin d'un côté que de l'autre, ou plus étroites d'un côté que de l'autre. Donc vers des cibles qui n'étaient pas symétriques, ou alors dans d'autres conditions vers des cibles qui étaient symétriques. Alors très rapidement, ici l'idée c'est de comprendre d'une part la nature de la coordination entre les mains, et aussi pour nous certains prérequis sur ce qu'on appelle donc la cinématique. Alors si on regarde au niveau des positions, on voit une cible facile en bas qui était près, position initiale 0, on fait 10 cm, on arrive sur la cible, et une cible qui était plus difficile, qui était plus loin, donc position initiale à peu près 0, et position finale 25 cm. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que la durée des mouvements est à peu près de un peu plus de 225 millisecondes, donc le temps a été le même. Donc quand on coordonne les mouvements des deux mains, même pour des cibles non symétriques, eh bien le cerveau se débrouille pour produire des mouvements de la même durée. Si on regarde au milieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit une trajectoire de vitesse en fonction du temps qui est positive pour la cible difficile et négative pour la cible facile. Alors une vitesse négative, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le mouvement est allé dans la direction opposée. Le signe de la vitesse vous donne la direction du mouvement. Si vous allez à gauche, peut-être ça va être positif en fonction de comment vous orientez votre repère spatial. Et si c'est positif vers la gauche, alors ce sera négatif vers la droite. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon là, bien sûr, la même durée des trajectoires de vitesse, puisque c'est les mêmes que pour les positions. Et puis on voit aussi que le pic de vitesse est atteint en même temps. Le pic de vitesse, qu'est-ce que ça veut dire? Le maximum de vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? La vitesse, c'est la dérivée, comme le dit Richard Feynman dans son chapitre, c'est la dérivée de la position. Donc, la dérivée, c'est quoi? C'est la pente. Alors, si je regarde la pente de la position, ici, c'est l'endroit où la pente est la plus raide. Donc, c'est ici, à ce moment-là, vers 125, que j'ai le maximum de vitesse instantanée. Si je regarde la cible facile, c'est la même chose. C'est dans cette zone-là que j'ai la pente la plus raide. Et donc c'est ici aussi que j'ai le pic de vitesse. Maintenant, si je regarde les accélérations, l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse, la variation de vitesse en fonction du temps. Et bien là aussi, je vois que le pic d'accélération, les pics d'accélération, qu'ils soient positifs ou négatifs, arrivent en même temps et correspondent de nouveau aux zones, que ce soit en positif ici ou en négatif ici, correspondent au moment où la variation de vitesse, donc la pente de la vitesse, est maximale. Ceci c'est vrai pour une courbe et c'est vrai pour l'autre courbe. Donc vous reverrez ça en détail, je passe assez rapidement et vous travaillerez attentivement ce chapitre. Ici c'est un résumé de ce que c'est que la vitesse moyenne, la distance divisée par le temps, la distance entre la position finale et la position initiale, divisée par le temps, la date finale moins la date initiale. Donc ici, on a une position en une seule dimension en fonction du temps, dans un repère avec un centre, ici, O de coordonnées 0, 0. Alors ces relations entre le temps, la distance et la vitesse sont résumées sur cette diapositive. Donc vous avez un triangle ici, donc une vitesse, une durée et une distance notée D. Et si vous avez le temps et la distance, vous pouvez avoir la vitesse. Si vous avez le temps
et la vitesse, alors vous pouvez avoir la distance. Si vous avez la vitesse et la distance, alors vous pouvez avoir le temps. Donc vous devez être capable de faire ces manipulations de façon très rapide et très automatique. Faites-vous des petits problèmes et trouvez comment vous pouvez trouver la troisième variable si on vous donne les deux premières. Maintenant, la vitesse instantanée, c'est une notion qui est tout à fait compatible avec la notion de vitesse moyenne, mais cette fois-ci, on réduit de façon infiniment petit l'intervalle de temps, donc entre le temps initial et l'intervalle final. Cela fait appel à la notion mathématique de limite. Cet intervalle de temps, on le réduit pour qu'il tende infiniment vers la notion de 0. Donc je passe parce que ça ce sont des révisions, je vous laisse faire ce travail vous-même de votre côté. C'est un travail personnel qui est extrêmement important.